Situé dans le 9e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Nouvelle Athènes, à quelques pas de la gare Montparnasse, le musée Gustave Moreau a la particularité d'être la maison-atelier du peintre symboliste parisien. Gustave Moreau, artiste du 19e siècle, s'est illustré avec un style original qu'il perfectionne dans son hôtel particulier. Ses visites au Louvre, sa grande culture littéraire et ses voyages en Italie vont nourrir son travail tout au long de sa carrière. Avant d'en faire don à l'État, le peintre transforme sa demeure et son atelier en musée afin d'y rassembler toute son œuvre. C'est avec son directeur, Charles Villeneuve de Gentil, que nous avons rendez-vous pour faire un pas au musée. Donc le visiteur, quand il rentre dans la maison de Gustave Moreau, rue de la Rochefoucauld, il arrive dans un hall d'un petit hôtel particulier, qui est celui de la famille Moreau, et il est accueilli par des peintures de Gustave Moreau qui représentent ses voyages en Italie. Donc on a des copies de fresques italiennes, etc. Et on est tout de suite plongé dans cette ambiance très particulière de ce lieu. On pénètre ensuite dans l'appartement du rez-de-chaussée où Gustave Moreau a essayé de concentrer tout son travail préparatoire. Donc on a beaucoup de dessins, beaucoup d'esquisses peintes qui couvrent entièrement les murs. On a cette ambiance du 19e siècle avec des papiers peints anciens, des parquets qui grincent. On a son ancien bureau, on a tout un tas d'endroits comme ça très intimes. Et en même temps, on peut découvrir déjà des grands dessins, parce que c'est un très bon dessinateur, qui annonce les toiles qu'on verra plus tard dans la visite. Nous sommes ici au rez-de-chaussée du musée Gustave Moreau, dans une de ces petites salles d'appartement qui donne sur le jardin intérieur, qui nous apporte cette belle lumière, avec cet accrochage voulu par l'artiste et qui est aussi l'accrochage classique d'un musée du 19e siècle, où on accroche les peintures à touche-touche en couvrant tous les murs. C'est l'accrochage qu'on trouvait autrefois au Louvre. Et petite surprise, comme les murs manquent, Gustave Moreau va avoir l'idée de commander à son architecte des placards secrets qui permettent avec ces cloisons pivotantes, de présenter encore d'autres œuvres qui sont généralement des dessins et des esquisses préparatoires qui permettent ainsi d'avoir une idée de la façon dont Gustave Moreau travaillait. C'était un très bon dessinateur et qui avait l'habitude de travailler énormément ses compositions. Et donc dès le début de la visite, on sait qu'on va rentrer dans un univers un peu fou et peut-être que certaines œuvres qu'on voit ici font ensuite écho aux peintures achevées qu'on voit dans la suite de la visite. C'est assez émouvant d'avoir conservé intact ce dispositif muséographique d'un musée qui finalement n'a pas bougé depuis plus d'un siècle et de pouvoir être ici comme un visiteur du début du XXe siècle qui découvre avec étonnement ce musée Gustave Moreau où l'artiste a concentré comme ça toute son œuvre. La visite se poursuit ensuite au premier étage, où là on a une chance exceptionnelle, c'est de pouvoir rentrer dans l'appartement de Gustave Moreau, celui où il a vécu avec sa famille, et qu'il a laissé à l'État, et l'État par chance l'a parfaitement conservé. C'est-à-dire qu'on est comme dans une capsule spatio-temporelle, où on est projeté à la fin du 19e siècle dans un intérieur parisien, qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est celui dans lequel a vécu l'artiste. On découvre ainsi son bureau, qui est un lieu un peu particulier, parce que c'est un des rares espaces qu'il ouvrait à la visite. Il recevait ses visiteurs dans cet espace-là et qu'il a décoré avec tout un tas de souvenirs liés à ses voyages en Italie. Donc on y trouve des vases antiques grecs, des copies de plâtres de grands antiques romains. On a aussi des copies de peintures qu'il réalise un peu partout, à Florence, à Venise, à Rome bien sûr, dans tout un tas d'églises. C'est un peu comme un condensé de toute sa culture, et puis il y a une bibliothèque aussi très imposante qui nous montre aussi cette culture littéraire. Tout ça, ça a été mis en scène par Moreau lui-même, c'est vraiment là qu'il se montrait et qu'il recevait des gens. Ensuite, on passe dans un autre espace qui lui est privé et que peu de gens ont pu voir du vivant de Moreau, qui est vraiment les pièces où il a vécu. Donc on découvre la salle à manger, où la famille Moreau dînait, avec un décor qui n'a pas changé depuis le milieu du 19e siècle. Ensuite, on rentre dans sa chambre à coucher, qui était l'ancienne chambre de sa mère, où là on a une myriade de portraits de ses amis, de ses intimes, y compris des portraits de lui-même. On a un très joli petit portrait peint par Degas, qui était un des amis de Moreau,
qui représente un Moreau assez détendu, alangui sur une chaise. On est vraiment dans cet univers intime de la chambre avec le mobilier dans lequel il a vécu, le lit dans lequel il dormait, enfin on est vraiment chez lui. Et ensuite, dernière pièce de cet appartement, on rentre dans un petit boudoir, donc une toute petite pièce, où là c'est assez curieux, mais Gustave Moreau a fait comme une sorte de petit temple à l'ami de sa vie, son amour de toujours, Alexandrine Durieux, où il a rassemblé tout un tas d'objets qui venaient de l'appartement de son ami, et aussi des cadeaux qu'il lui avait fait, des peintures qu'il lui avait offertes et des éventails qu'il peignait pour elle. Et donc là on est vraiment dans quelque chose de très intime, où en fait il nous parle un peu de l'amour de sa vie. Et ça aussi c'est très particulier parce que c'est des espaces que le public va découvrir après sa mort. On est vraiment dans le Moreau très secret. Et en même temps, c'est aussi la chance pour nous de pouvoir déambuler comme ça dans un intérieur parisien du 19e siècle, ce qui est relativement unique. Après avoir quitté l'appartement de Gustave Moreau, on arrive cette fois-ci au 3e et au 4e étage, où là, on est dans l'atelier du peintre. Cet espace va évoluer à la fin de sa vie, puisqu'il a l'idée de transformer sa maison en musée. Il y avait déjà là un atelier, mais il va faire appel à un jeune architecte inconnu, Albert Lafont, en lui passant une commande qui est de créer 2 ateliers qui vont lui servir à produire des œuvres, ou plutôt à terminer des œuvres parce qu'il est à la fin de sa vie, mais aussi plus tard à présenter son œuvre au public. Donc, Albert Lafont a une commande un peu spéciale puisque Gustave Moreau ne veut pas lui donner trop d'argent et il lui demande de construire des ateliers vraiment très simples avec ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire une grande verrière d'atelier qui est exposée au nord, qui a toujours cette belle lumière du nord qu'apprécient les peintres. Mais au-dessus de nous, on a des poutrelles en métal, parce qu'on est à la fin du 19e, c'est l'ère industrielle, et ça c'est un peu atypique puisqu'en fait cet atelier qui peut nous paraître maintenant un peu riche, etc., à l'époque, il a l'aspect d'une halle industrielle, en fait, avec ses grandes poutrelles métalliques et ses rivets qu'on retrouve sur les 2 étages d'atelier. Et Albert Lafont va proposer à Gustave Moreau un très très bel escalier qu'il va dessiner avec soin, sur lequel on retrouve le monogramme GM du peintre. Et cet escalier permet de lier les 2 ateliers avec une spirale, mais qui est un petit peu déformée et qui du coup forme un balcon depuis lequel on peut avoir une vue sur l'atelier. Alors nous sommes dans l'atelier de Gustave Moreau, devant l'une de ses œuvres les plus célèbres, Jupiter et ses mêlées. Le tableau représente donc Jupiter sur un trône avec sa maîtresse ici à demi nue, Sémélé. Junon, jalouse de cette union entre Jupiter et cette femme, va conseiller à Sémélé de demander à Zeus qu'il se montre en pleine gloire. Ce que Zeus est en train de faire ici, c'est-à-dire qu'il se met à rayonner. On a de la foudre, du tonnerre, et cette vision tellement fantastique et tellement puissante va tuer Sémélé. On la voit ici, son corps est en train de devenir blanc, ce qui nous annonce qu'elle va mourir. S'échappe de son côté le fils qu'elle a eu avec Jupiter, à savoir le petit Bacchus, qui est ici ailé, qui se cache de cette vision un peu effrayante de son père qui rayonne comme ça dans tout ce tableau. Et tout autour rayonne tout un décor et tout un ensemble de personnages qui nous disent un petit peu ce qu'est la peinture symboliste, c'est-à-dire une vision rêvée. On part d'un mythe et ensuite on va le nourrir de tout un tas d'autres figures. Et ça, c'est propre au travail de Gustave Moreau qui va du coup piocher dans tout un tas de répertoires, que ce soit l'art grec et romain, ça c'est assez classique, mais aussi l'art iranien, l'art indien, l'art égyptien. Et donc on a comme ça tout un tas de divinités du panthéon hindou qui viennent se rajouter à cette scène de la mythologie grecque et tout un tas de motifs décoratifs que Moreau va piocher dans des ouvrages de gravure. On pourrait parler ici de copier-créer, c'est-à-dire que Moreau va se nourrir de tout un tas de motifs pour composer un nouveau motif et une vision complètement rénovée de ce mythe. Petit détail amusant, on retrouve ici une lyre sur laquelle s'appuie Zeus. La lyre, c'est le symbole du poète et c'est un motif qu'on retrouve un peu partout dans l'œuvre de Gustave Moreau, donc c'est une belle synthèse de tout son travail. Nous sommes devant l'apparition, un de ces tableaux les plus célèbres qui a donné lieu à beaucoup de développement, notamment en littérature chez Huysmans, dans À rebours, où on a cette scène biblique qui est ici réinventée. L'histoire de la Bible, c'est que la danseuse Salomé fait une danse très sensuelle qui plaît au roi Hérode et qui lui demande ce qu'elle souhaite en récompense de sa prestation. Et sur les conseils de sa mère, qui est ici dans l'ombre, Salomé va réclamer la tête de Saint Jean-Baptiste. Mais ici, Gustave Moreau réinvente le sujet, puisqu'en fait, on a cette Salomé dont la robe est déjà en partie détachée puisqu'elle vient d'exécuter cette danse,
lorsqu'il y a cette apparition de la tête de Saint Jean-Baptiste qui flotte devant elle. À l'arrière-plan, on trouve le bourreau avec sa lame encore ensanglantée. Pour mettre en scène cette vision, Gustave Moreau va utiliser des techniques qu'il va emprunter à Rembrandt, qui est celle de l'emplâtement, puisqu'en fait, sur une peinture très lisse, on a ici cette tête qui flotte vraiment physiquement dans la peinture, puisqu'il va rajouter plein de matière, donner vraiment beaucoup de relief. Les commentateurs parleront même de s'encailler sous la tête de Saint Jean-Baptiste pour donner cette présence un peu fantasmagorique et un peu effrayante. L'autre chose intéressante, c'est dans la technique, on voit que Gustave Moreau a replaqué ensuite derrière tout un tas de décors qu'il vient repeindre sur sa peinture. C'est ce qui explique aussi que beaucoup d'œuvres sont inachevées dans son travail, puisqu'il ne considère finalement que très tardivement qu'une œuvre est finie, et il y revient sans cesse et sans cesse. Donc on a cette multiplicité de techniques, de coups de pinceau qui se mélangent et qui donnent ce côté très spectaculaire à cette œuvre et qui a sans doute contribué à sa renommée jusqu'à aujourd'hui. La particularité de ces ateliers de Gustave Moreau aussi, c'est qu'il voulait donc donner accès à l'ensemble de son œuvre. Et sous les verrières, il a conçu un dispositif pour qu'on puisse feuilleter ses dessins. C'est des dessins originaux que le public peut manipuler lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de ce feuilletage, on voit des dessins préparatoires qui font écho directement aux peintures qui sont sur les murs autour de nous. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi, parce qu'il faut imaginer qu'un peintre, quand il travaille, il a son chevalet, plus tout un tas de dessins un peu partout. Il nous manque finalement que le modèle qu'il pose dans cet atelier pour avoir vraiment toute l'ambiance de la création artistique. L'autre chose qu'on ressent dans cet atelier, c'est ce mélange de toiles finies et non finies, qui est voulu aussi par l'artiste, d'exposer son travail inachevé. Et c'est la liberté finalement de l'artiste que de décider quand une œuvre est achevée. Ici, on peut vraiment le toucher du doigt ou plutôt des yeux. Le musée Gustave Moreau propose également différents types de visites, notamment pour les groupes ou les scolaires. Il est également possible de prolonger l'expérience grâce au site internet très riche en informations ou aux réseaux sociaux de la Maison Atelier. Pour découvrir l'ensemble de ses œuvres, rendez-vous au musée Gustave Moreau tous les jours de 10h à 18h, sauf les mardis, pour faire un pas au musée.